Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, à la une, visite de terrain du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle à Sigiri et Labé. Lansana Komara s'est rendu sur les chantiers de l'École des arts et des métiers pour constater l'évolution des travaux. Santé, lancement d'un nouveau projet de lutte contre le paludisme. Il vise l'amélioration des services de lutte contre cette maladie dans les régions de Kankan et Nzérékoré. Le projet est soutenu par Plan International Guinée. Enfin, sport, football, préparatif du match Guinée-Centrafrique. La commission d'organisation met les bouchées doubles pour une meilleure prestation de l'équipe nationale. Une rencontre de concertation s'est tenue ce matin entre les acteurs concernés. C'était là le titre, encore une fois, bienvenue à tous. Pour commencer, une mission d'inspection des travaux de construction et d'habitation est en visite de terrain sur certains chantiers de la commune de Matam. Composée de professionnels du secteur de l'habitat, la mission a pour objectif de faire le suivi des constructions afin de prévenir d'éventuels risques d'effondrement. Un reportage de Mounir Bari rendu par Maurice Sidibé. C'est une synergie d'action. Architecte, ingénieur et ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire. L'équipe veut mettre fin aux constructions anarchiques dans la capitale, suivant le code de la construction et de l'habitation. Ce code précise qu'aucun chantier ne devrait être développé sans l'autorisation et le permis de construction délivré expressément par les autorités compétentes. En dépit de ce code, le constat reste amer. Les constructions hors normes sont courantes à Conakry et dans le reste du pays. Pour inverser cette tendance et mettre les populations en sécurité dans leur habitation, cette mission d'inspection est effectuée. Il s'agit d'assurer un contrôle de l'ensemble des immeubles construits ou en phase de construction sans l'expertise des spécialistes en la matière. Pour le moment, nous arrêtons tous les travaux de tous les chantiers. Après vérification, les chantiers qui doivent être libérés le seront le plus tôt que possible. Ceux qui ont des anomalies, les anomalies seront constatées et signifiées. Quand les anomalies seront corrigées, les chantiers seront libérés. Ceux qui mériteront d'être démolis le seront aussi sans état d'âme. Nous ne devons plus accepter ces constructions anarchiques pour éviter de retomber dans ce qui s'est passé à Kaloum. Plus jamais cela. Nous devons réellement qu'il y ait une forte sensibilisation. Nous demandons aux chefs de quartier, aux chefs de secteur de s'impliquer ardemment à travers l'autorité communale pour que les maîtres d'ouvrage soient de plus sensibilisés, qu'ils acceptent la collaboration avec les services techniques. Selon les maîtres d'œuvre, autrement dit les architectes, la violation du code foncier et domanial, notamment l'article 85 du code de la construction et de l'habitation, est la cause directe des effondrements d'immeubles que le pays enregistre chaque année. Des effondrements qui font assez de victimes dans la capitale. Le dernier cas en date est celui de l'immeuble R+7 de Korontine dans la commune de Kaloum. Pour toute construction réalisée ou toute opération d'investissement immobilier réalisé en Guinée, on doit souscrire à un permis de construire et que ce permis est établi par un architecte qui appartient à un ordre qui travaille en collaboration avec tous les services techniques. Il faut parler des géomètres experts, des ingénieurs de bâtiments, des ingénieurs de structure, des ingénieurs en électricité, des ingénieurs en plomberie. Donc tous ces corps techniques travaillent en collaboration avec l'architecte pour permettre aux investisseurs de souscrire à une autorisation de construire en République de Guinée. À Matam et dans les autres communes de la capitale, l'engagement des responsables à la base à collaborer avec les maîtres d'œuvre est sans faille. Désormais, ils entendent conjuguer les efforts pour que plus jamais d'effondrement d'immeubles ne soit enregistré en Guinée du fait de mauvaises constructions. À l'arrière-pays, poursuite de la tournée de travail du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Lansana Komara s'est rendu sur les chantiers de construction de l'École des arts et métiers de Sigiri et Labé. Si le chantier de Sigiri connaît une nette avancée, par contre, celui de Labé enregistre encore de la lenteur dans les travaux. Plus de précisions dans ce reportage de Moussa Komara.
Dans la cité de Karamoko Alpha Molabi, les travaux de construction de l'école régionale des arts et métiers ont atteint leur vitesse de croisière. Les grosses œuvres sont terminées, les travaux de finition comme la peinture et la pose des dalles sont les grands défis pour ces ouvriers. Sans relâche, ils aspirent tous de rendre les clés de ces chantiers dans 2 mois. Si vous prenez l'ensemble du projet, aujourd'hui nous sommes à un taux d'exécution de 90%, donc pratiquement les 10% c'est l'aménagement et je crois que c'est le coulage des plateformes de la voirie. Ça je pense que plus tard, en 45 jours, on pourra boucler. Sur ces sites de 5 hectares, 12 bâtiments sont construits. Il s'agit des logements, d'un amphithéâtre, d'un réfectoire, d'un bloc administratif, 2 blocs pour des ateliers de différents métiers, des salles de cours d'une capacité d'accueil de 40 élèves par salle et un terrain multifonctionnel. Les cours seront essentiellement consacrés aux filières porteuses d'emploi. L'électricité industrielle, le froid, la climatisation, la pneumatique ou encore la maçonnerie. L'objectif étant de lutter contre l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Nous sommes déjà prêts à équiper les ERAM. On ne peut pas venir équiper les ERAM si les clés ne sont pas rendues. Donc c'est pourquoi nous mettons la pression pour que nous puissions équiper les ERAM et faire face à d'autres programmes. L'artisanat est très développé, mais malheureusement c'est de l'artisanat traditionnel encore. Mais avec cette école, on va moderniser l'artisanat. Vous avez vu même les dalettes qu'on est en train de faire ici. Ça, c'est des dalettes. C'est la modernité que ça inspire. Donc les chaussures, les pagnes, mais tout ce qui relève de l'artisanat qu'on fait dans cette région et qui soit d'une inspiration traditionnelle va connaître la modernité. Si le chantier de l'abbaye accuse un léger retard dans son exécution, à Sigiri, les travaux sont quasiment achevés. L'entreprise promet de rendre les clés d'ici la fin du mois de novembre. Nous sommes sur les travaux de finition, quelques retouches sur les peintures, la pose des dallettes, des pavés autobloquants et puis quelques appareillages électriques. Vous avez les ampoules, vous avez les climatiseurs, des ventilateurs, que nous sommes en train de faire les derniers réglages. Sinon, au niveau de la voirie également, nous sommes en train de travailler. Actuellement, vous voyez, nous sommes en train de finir les circulations véhicules et les passages piétonniers. À part ça, c'est au niveau assainissement aussi, le drainage des eaux que nous sommes en train de cadrer petit à petit, les aménagements des espaces verts, la plantation des arbres et comment on appelle, le gazonnage. Dans cette localité, l'orpaillage domine les esprits. L'occasion pour le ministre de la formation professionnelle d'inviter les parents à sensibiliser les enfants, à donner la priorité à l'éducation. Surtout les filières techniques considérées comme la solution au sous-emploi et le levier de l'essor économique du pays. C'est une exclusivité RTG. Ce jeudi matin, le Premier ministre Dr Ibrahim Kassory Fofana a fait le point sur ces 100 jours passés à la primature. Sécurité, assainissement, logements sociaux, emploi sont largement débattus. Sur la question de la lutte contre la corruption, le chef de gouvernement a rassuré de son engagement sur les rumeurs de détournement à la BCRG. Le Premier ministre a été catégorique. Je vous propose un extrait de sa déclaration. Je peux vous dire, ça risque de me tromper, c'est totalement faux. Il n'y a pas de scandale financier à la Banque centrale. C'est une opération normale. Totalement faux. Non, ça n'existe pas. Je ne sais pas d'où ils viennent. Les soupçons sont partis de quoi alors? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est totalement faux. Totalement faux. Le journal qui a donné l'information, c'est Afrique Intelligence, quelque chose comme ça, dit que il y a une enquête qui a été faite par les services de M. Thieboro et que cette enquête se trouverait sur la table de M. le Président de la République. Vous êtes au courant de ça? Écoutez, j'ai vu un papier prétendant que l'information n'est même pas de la manière. On ne peut pas gérer l'argent public ou les dépôts à la Banque centrale de cette façon qu'on vous a décrit, ce n'est pas vrai. Il s'est passé
nos relations avec entre la Banque centrale et les banques où la Banque centrale prend l'argent. À un moment donné, vous le savez bien, ce n'est pas la Guinée, c'est toute l'Afrique. Hein. Pour des raisons données, les banques suisses ont décidé d'arrêter avec certains pays africains, dont la Guinée. Il fallait rechercher des partenaires pour transporter cet argent, pour le placer, etc. La banque a fait le travail dans les règles de l'art. Alors, des soupçons existent pour dire, entre le moment où les gens ont pris de l'argent pour le déposer, il s'est passé des semaines ou des jours, donc ils ont profité pour investir. Vérification, en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il n'y a pas de scandale du tout. Monsieur le Premier ministre, je dois vous dire que la Banque centrale fait l'objet d'un audit, d'une supervision technique par un cabinet de réputation internationale. Indépendant. Oui, KPMG. KPMG France, pas KPMG Guinée que vous connaissez. Donc les comptes de la banque sont certifiés. Donc les règles sont strictes, il n'y a pas de doute dessus. Mesdames et messieurs, vous suivrez l'intégralité de cette émission après ce journal. Secteur minier, initiative pour la transparence dans l'industrie extractive. Le projet suit son cours normal. Cette année, notre pays prépare activement sa nouvelle validation aux normes ITIE. La réussite de cet examen dépend impérativement de la qualité des rapports fournis. Justement, les différents acteurs ont échangé ce matin sur le nouveau formulaire de déclaration pour l'élaboration du rapport 2017. Explication Mohamed Alpha Baldi. Après la présentation du rapport initial 2017, l'heure est à la découverte de la nouvelle procédure de remplissage des formulaires de déclaration devant aboutir à la production du rapport final. Le prochain document sera essentiellement basé sur les informations communiquées par les entreprises minières et celles des régies publiques. Un exercice de transparence qui devra permettre au public d'être plus éclairé sur l'apport du secteur minier à l'économie nationale, mais surtout aux communautés à la base. On a constaté que beaucoup de sociétés étaient présentes aujourd'hui. Donc ça a été aussi l'occasion effectivement de débattre par rapport au formulaire de déclaration, mais aussi par rapport aux données, aux exigences de l'ITIE, au processus même donc de l'ITIE. On va essayer dans ce rapport-là d'avoir des informations par projet pour la première fois. Parce que vous savez, pour les rapports précédents, on avait toujours une information désagrégée par société, par régie financière, par flux de paiement. Mais jusque-là, on n'a pas effectivement divulgué des données par projet, c'est-à-dire par PMI. Donc là, effectivement, 2017, ce sera effectivement le premier exercice où effectivement on va essayer donc de divulguer une information sur les paiements, sur les revenus extractifs par projet. Des heures de débat pour amener l'ensemble des représentants de sociétés minières et étatiques à mieux assimiler la procédure. Ainsi, les chances de présenter un rapport de qualité semblent se concrétiser. Cette année, ça a beaucoup évolué. C'est plus simple, c'est plus clair. Ils ont ajouté beaucoup plus de questionnaires à répondre. Je pense que ITIE Guinée avance petit à petit. Cette année, c'est la nouveauté. Cette réunion d'aujourd'hui a été l'occasion d'échanger autour des différents, disons, éléments. Je crois que pour cette année, pour le formulaire de 2017, ça sera en tout cas très facile. Et nous avons en tout cas soumis nos inquiétudes auxquelles nous avons eu à rencontrer les autres années. Mais je crois que pour l'essentiel, tout a été déjà élucidé. Déclaré pays conforme aux normes ITIE depuis 2013, la Guinée entend défendre son statut et se maintenir dans le club des États dont la transparence du secteur minier est considérée comme l'un des plus exemplaires. Dans quelques mois, le pays devra renouveler sa conformité aux normes ITIE pour le bien de l'industrie extractive guinéenne. Actualité sanitaire, c'est un projet de tous les espoirs dans la lutte contre le paludisme. Il s'agit du projet d'amélioration des services de lutte contre cette maladie dans les zones hyper-endémiques de Guinée, c'est-à-dire Nzero, Corée et Kankan. Lancé à Kindia, ce projet mettra l'accent sur la prévention et en première ligne dans les communautés plan international Guinée. Kerno Ousmane Diallo.
Dans les hôpitaux et centres de santé, le paludisme demeure la principale cause de consultation. L'éradiquer nécessite des efforts et les résultats obtenus encouragent à aller jusqu'au bout. Le taux de prévalence, autrefois de 45%, est passé à 15% en 2017. Avec le nouveau projet de lutte contre le paludisme dans les régions de Kankan et de Zérékoré, exécuté par Plan International Guinée, de meilleurs résultats devraient être obtenus. Plus de 4 millions de dollars vont être injectés dans la lutte, principalement dans le volet prévention que met en œuvre l'organisation sous la supervision de Catholic Relief Service, principal récipiendaire du Fonds mondial de lutte contre le palu en Guinée. On a quelques stratégies clés que nous voulons mettre en œuvre pour lutter contre cette maladie. La première, c'est vraiment d'abord commencer par l'organisation de la campagne de distribution de masse et de routine des moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée d'action que nous appelons les MILDA. Et deuxièmement aussi, nous avons beaucoup d'activités de communication pour faire la promotion de l'utilisation de ces MILDA. Et également, on a une nouvelle stratégie que nous allons mettre en œuvre avec le Programme national de lutte contre le paludisme, le PNLP, à savoir la stratégie ELEP, c'est-à-dire écoliers et enseignants contre le paludisme. Nous élaborons souvent aussi des plans d'action dont la mise en œuvre peut souffrir souvent d'un manque de ressources. À travers ce projet, nous avons des ressources additionnelles dorénavant qui nous permettront d'assurer une mise en œuvre de façon plus efficace de nos différentes activités planifiées dans nos plans d'action opérationnels annuels. Le projet d'amélioration des services de lutte contre le paludisme dans les zones hyper et holo-endémiques de Guinée va s'étendre sur la période 2018-2020, 2 ans de mobilisation, de sensibilisation et de distribution de moustiquaires avec la contribution des religieux et de plus de 1500 agents communautaires dont les représentants s'imprègnent des enjeux du projet et des attentes. J'espère que cette fois-ci, avec l'appui des autorités, on va pouvoir faire une grande différence en termes de l'impact du fléau dans le pays et dans ces coins très reculés du pays. Et nous comptons beaucoup sur les partenaires de mise en œuvre à pouvoir mobiliser tous ceux qui sont concernés, principalement les femmes, les enfants, particulièrement les filles. Une nouvelle aventure pour Plan International Guinée, actif depuis 1989. Cette fois, le défi est immense, assure-t-on, avec un objectif d'assurer la protection d'au moins 90% de la population des régions de Kankan et de Zérékoré, avec des mesures de prévention contre le paludisme. Santé toujours, cette autre lutte pour réduire les risques liés à la résistance antimicrobienne, en l'occurrence les infections associées aux soins. Le projet a pour but d'améliorer l'hygiène dans les structures hospitalières. La France accompagne la Guinée dans la réalisation de ce programme financé à 3 millions d'euros. Diana Yansane nous en dit plus. Dans son plan de coopération avec la Guinée, la France attache du prix au secteur de la santé. Expertise France investit dans la construction des infrastructures sanitaires et s'implique dans la sensibilisation au sujet des risques liés à la rame, résistance aux antimicrobiens. Le projet s'appelle Twinnings for Hygiene in Hospital, jumelage pour l'hygiène à l'hôpital. Cette journée va faire un focus sur les infections associées aux soins qui sont présentes dans nos structures hospitalières. Et qui ont révélé, au travers d'enquêtes de prévalence des infections associées aux soins, une très grande consommation d'antibiotiques systématiques donnés à tous les patients avant, pendant et après une intervention, ce qui majore le risque de résistance aux antibiotiques. Et donc, nous voulions donc faire passer un message de sensibilisation et terminer cette journée par la présentation de l'ouverture d'un projet qu'Expertise France portera. La France a décidé, en particulier depuis l'épidémie de maladie à virus Ebola, d'accompagner les efforts des autorités guinéennes en vue d'améliorer les capacités du système de santé guinéen.
Il y a différents programmes qui ont été financés par la France dans le cadre de cet accompagnement, parmi lesquels figure ce programme qui s'appelle Twin2H et qui a pour but d'améliorer l'hygiène hospitalière dans les établissements de santé en Guinée. Cette journée de sensibilisation vise à interpeller les acteurs du système sanitaire sur le respect des principes de la résistance aux antimicrobiens. La rencontre devrait permettre aux participants de comprendre les mécanismes et facteurs concentrés dans la résistance antimicrobienne. On est venu ici pour sensibiliser les décideurs au niveau décentralisé pour qu'ils en prennent acte afin d'essayer de relater ce qu'ils vont apprendre ici pendant cet atelier aux différents travailleurs qui sont dans leur structure pour qu'ils prennent à bras le corps ce que nous savons de l'hygiène hospitalière et sanitaire en général. Au cours de cette journée, les différentes approches de prévention et de lutte contre la rame ainsi que la politique de bon usage des antibiotiques ont été largement expliquées. Financée par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international, l'opération a coûté environ 3 millions d'euros. Par ailleurs, fin à Kindia de la concertation des professionnels de la communication autour de la stratégie nationale de communication en santé humaine et animale. Les réflexions ont permis de produire un document qui doit prendre en compte les dimensions de la santé humaine, animale et environnementale. Compte rendu ça à Marathon. La nouvelle approche de la santé des pays de la sous-région ouest-africaine après le passage de la maladie à virus Ebola repose essentiellement sur les dimensions humaines, animales et environnementales. Pour réussir cette expérience en Guinée, la stratégie de la communication est privilégiée. Ces responsables de la communication des ministères de la Santé, de l'élevage et de l'environnement ont amendé durant 4 jours le nouveau document de stratégie nationale en santé humaine et animale. Les problèmes de santé ne sont pas uniquement l'apanage des professionnels de santé. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de cette plateforme qui réunit 3 départements clés, à savoir le ministère de la Santé, celui de l'élevage et de l'environnement dans le cadre de cette plateforme-là. Ceci dit que nous sommes en train d'une manière ou d'une autre d'affûter nos armes pour toute éventualité. Avec ces nouveaux documents, la Guinée entend surtout consolider ses acquis dans la mise en œuvre du règlement sanitaire international conformément à l'approche One Health, une seule santé. Si aujourd'hui on élabore une stratégie, on assortit d'un plan de communication et on fait une campagne médiatique, moi je pense qu'on saura faire des activités de surveillance et de riposte en cas d'une épidémie. Les départements et institutions concernés par l'approche Une seule santé valideront la nouvelle stratégie de communication qui devra prendre compte des spécificités de chacun pour une santé optimale. Et puis, l'Institution nationale indépendante des droits humains informe l'opinion publique que la session ordinaire de l'Assemblée plénière de l'Institution nationale indépendante des droits humains se tiendra du 7 au 27 septembre 2018, conformément à l'article 20 de la loi organique L008-CNT 2011 portant organisation et fonctionnement de l'INDH. L'ouverture officielle de la session aura lieu vendredi 7 septembre 2018 à 10h au Palais du Peuple, salle des actes. Média, 3 ans après sa mise en place, le bureau syndical de la presse privée présente le bilan de ses activités. Parmi ses priorités figure en bonne place l'élaboration et l'adoption d'une convention collective des journalistes de la presse privée. C'est pour préparer le congrès électif du nouveau bureau. Lancé Kamisoko Mohamed Saléouba. Après 3 ans d'activité de la première équipe syndicale de la presse privée en Guinée, l'heure est à l'évaluation des programmes. Parmi les priorités, l'élaboration et l'adoption d'une convention collective. Un document qui devrait résoudre tous les maux dont souffrent les journalistes dans l'exercice de leur métier.
Aujourd'hui, l'équipe dirigeante se réjouit des avancées enregistrées. C'est un syndicat qui est reconnu par les associations des patrons de presse et c'est pourquoi nous sommes actuellement en discussion avec eux concernant la mise en place d'une convention collective. Nous sommes déjà à 80% de ces échanges entre nous et les associations des patrons de presse. C'est pour vous dire que très bientôt, la convention collective sera une réalité dans notre pays. Au-delà des mérites, des défis restent à relever. Pour ce faire, le bureau syndical de la presse privée invite les journalistes à adhérer au syndicat professionnel, ce qui facilitera sans doute l'atteinte de la mission commune, celle d'une presse libre et responsable. On ne comprend pas que du fait que certains journalistes ont jusqu'à présent peur de se faire syndiquer. Pourtant, vous ne devez plus avoir peur de se faire syndiquer dans la mesure où toutes les associations de presse, tous les patrons de presse qui sont au sein des associations aujourd'hui se retrouvent au sein de cette commission technique pour élaborer enfin la convention collective, encore une fois, qui sera très bientôt une réalité dans notre pays. Le 17 septembre prochain se tiendra à la Maison de la Presse le congrès électif du nouveau bureau. Ne seront éligibles et électeurs que des journalistes adhérents au syndicat de la presse privée en Guinée. Et puis, le Conseil national des associations des jeunes Guinéens de France, en collaboration avec ses partenaires, vient d'organiser une campagne de collecte de fonds au profit des élèves en milieu rural. Il s'agit des fournitures solaires destinées aux élèves des localités touchées par le manque d'électricité. Christophe Conté, Aboubakar Junior Camara. Offrir 5000 sacs solaires à des élèves du monde rural du pays. C'est le défi que compte relever le Conseil national des associations des jeunes de France. Dans cette mission, l'Association des jeunes guinéens de France bénéficie de l'appui de partenaires comme la BCGI, le Palm Camayen et Air France. Cette rencontre marque le début de la campagne de mobilisation des fonds pour l'achat des sacs solaires en question. Le montant recherché est estimé à 80 000 €. On a estimé qu'en portant un projet comme Solar Sac, ça peut permettre d'améliorer le résultat des élèves se situant dans le milieu rural. Ce que va faire la BCGI, c'est donc les aider financièrement. Hein, c'est une première action. Nous allons être personnellement contributeurs pour cette action. Et puis nous allons également être prescripteurs. Nous allons être prescripteurs et c'est ce que nous avons commencé à faire avec quelques partenaires autour de nous, hein, notamment la Guy Presse et Air France. Et donc nous avons pour vocation de ramener un maximum de prestataires, de contributeurs. En 2005, selon une enquête de l'UNESCO, un élève sur 5 ne terminait pas le cycle primaire. En cause, le manque de fournitures scolaires, un chiffre qui serait 2 fois plus élevé dans les milieux ruraux. La distribution des sacs solaires va permettre de lutter contre l'abandon scolaire et améliorer le taux de réussite des enfants en milieu rural. Nous soutenons ce projet et nous comptons les accompagner partout où ils vont se présenter parce que ça apporte un plus à notre système éducatif. Surtout, les premiers dons ont été beaucoup appréciés à l'intérieur du pays. Créé il y a 10 ans, le Conseil national des associations des jeunes Guinéens de France œuvre à l'accompagnement du système éducatif guinéen. Le projet Sac solaire vient donc appuyer les efforts des autorités publiques dans la qualification de l'école guinéenne. Sport football, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019, le SLI national s'apprête à recevoir la République centrafricaine. Sur le terrain, la commission d'organisation affûte ses armes pour une meilleure prestation de notre 11 national. Les acteurs concernés ont fait ce matin le point sur les préparatifs. Kaba Foudé. Un an après son dernier match à Conakry contre la Tunisie, le SLI national senior de Guinée retrouve bientôt le stade du 28 septembre. Avant sa rencontre des éliminatoires de la CAN 2019, prévue dimanche, la commission d'organisation fait le point des préparatifs. Une commission a été mise en place pour sécuriser les officiels techniques qui viendront pour superviser la rencontre, l'équipe adverse et surtout le public guinéen. Et donc, avec les forces de sécurité, la gendarmerie sera à l'extérieur du stade, la police à l'intérieur et les vigiles au portillon et à l'intérieur du stade.
Au niveau de notre département, nous avons collaboré avec la fédération pour l'émission des billets. Il y a quelques jours, la nouvelle sur la gratuité des gradins du stade avait été annoncée, mais pour des raisons sécuritaires et des dispositions en rapport avec les exigences de la CAF, d'autres mesures sont envisagées. Vous savez que c'est les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui est une propriété de la CAF. Nous avons remonté cette information au niveau de la CAF. Et l'inspecteur chargé de la sécurité de la rencontre nous a déconseillé par rapport à la gratuité des gradins. Le CILI national, avec près de 7 binationaux qui vont venir pour la première fois en Guinée, il y aura un monde fou ici qui va être très difficile à cerner. Donc l'inspecteur chargé de la sécurité nous a déconseillé. Nous avons remonté l'information près du ministre qui a accepté cette décision de la CAF. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous vous donnons l'information que les gradins ne seront plus gratuits. Le CILI national de Guinée, en regroupement depuis samedi dernier au Maroc, arrive ce vendredi à Conakry. L'équipe est presque au grand complet. Un seul absent, Ali Keïta, le gardien de but blessé, est forfait. La troupe est renforcée par l'arrivée de nouveaux joueurs binationaux, désormais autorisés par la FIFA à jouer pour la Guinée. Au Maroc, là-bas, tout se passe très bien. Où j'allais dire tout s'est très bien passé parce qu'ils sont déjà à la fin de la préparation. Tout s'est très bien passé. Le seul qui n'est pas venu, c'est par suite de blessures. Il s'agit de Ali Keïta, un des binationaux. À part lui, tous les autres sont répondus. Et personne ne se plaint des conditions matérielles créées pour permettre aux joueurs de jouer d'une certaine aisance, les permettant de poursuivre bien la préparation. Le match Guinée-Centrafrique du 9 septembre s'inscrit dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Lors de la première journée, disputée en juin 2017, le CILI national s'était imposé à Bouaké 3-2 contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Le même exploit devrait être réédité à Conakry pour permettre à la Guinée de consolider sa place de leader du groupe devant la Côte d'Ivoire, le Rwanda et la Centrafrique. En plus bref, religion, les pèlerins catholiques et anglicanes sont arrivés ce soir à Conakry après 27 jours sur les traces de Marie, la mère de l'Église. Un pèlerinage réussi dans l'ensemble et ce samedi, une messe d'action de grâce sera célébrée à la paroisse Saint-Pierre et Paul de Bonfils par Monseigneur Vincent Coulibaly, l'archevêque de Conakry. Mesdames et messieurs, nous voilà au terme de ce journal. Dans un instant, vous suivrez le Premier ministre sur ses 100 jours passés à la primature. Demain, vous serez avec une nouvelle équipe pour d'autres pages d'information. Je vous souhaite un bon début de week-end et à très bientôt.